Est-ce que la part de vos investissements sur des actions ou des indices français représente plus de 3,5% de votre portefeuille? Si la réponse est oui, alors vous avez un biais domestique. C'est tout simplement que vous dédiez une part plus importante de votre portefeuille sur votre marché national que sa représentation dans la capitalisation boursière mondiale des pays développés. Ne vous inquiétez pas, en tout cas pour le moment, vous n'êtes pas tout seul. En France, notre allocation pour les actions françaises est 6,8 fois plus grande par rapport à leur poids dans le monde, d'après ces datas de Vanguard de 2019. Et nous ne sommes pas les pires. Le biais domestique est encore plus fort pour les Italiens et les Australiens, avec une surpondération de leurs marchés nationaux à hauteur de 30 fois. Alors, quels sont les risques et les conséquences de ce biais domestique, surtout pour nous, les investisseurs français? Nous allons parcourir quelques papiers académiques pour savoir si nous devrions garder ou non un biais domestique dans la constitution de notre portefeuille. Bienvenue sur la chaîne L'investisseur avisé. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous et laissez un pouce bleu sur le passage. Petite précision, j'alternerai dans cette vidéo entre le marché français et européen par rapport au biais domestique. Malheureusement, beaucoup de papiers englobent la zone euro pour faire des études statistiques et quantitatives. Alors, investir intégralement ou la majorité de votre portefeuille sur le marché français ou européen représente de manière assez évidente un manque de diversification. Or, on le sait avec le papier Do Global Stocks Outperform US Treasury Bill, les auteurs ont montré que la création de richesse du marché action sur la période 1990 à 2018 est expliquée par seulement 1,3% des actions. On ne sait pas quelles seront ces actions, ni dans quel pays elles sont domiciliées. Du coup, en investissant sur les actions d'un seul pays, surtout un petit comme le nôtre, on réduit drastiquement les chances de les trouver. Il y a également d'autres arguments pour la diversification en dehors de la France et de l'Europe. Dans le papier Global Equity Investing, The Benefit of Diversification and Sizing Your Allocation de Vanguard en avril 2021, nous avons une approche quantitative sur la diversification internationale et la réduction de la volatilité. Pour les investisseurs européens, avoir une diversification sur les marchés en dehors de la zone euro permet de faire baisser la volatilité de plus de 20%. Comment expliquer cela? Premièrement, le marché européen n'est pas totalement corrélé au marché international. Donc, quand le marché européen va mal, le marché mondial peut mieux se porter et vice-versa. Deuxièmement, le taux de change. Lors des moments de crise boursière, comme la bulle Internet, la crise de 2008, l'année 2022, le dollar gagne beaucoup de valeur sur l'euro. Ce taux de change, notamment avec le dollar, car les US représentent plus de 60% de la capitalisation boursière mondiale, sert d'amortisseur dans les périodes de crise pour les investisseurs européens, ce qui permet donc une volatilité plus faible dans les moments où on en a le plus besoin. En plus d'une baisse de la volatilité, historiquement, et quand je dis historiquement, c'est sur plus de 120 années de data, une diversification mondiale augmente également les performances en plus de baisser la volatilité pour les investisseurs français et européens. En effet, sur la période entre 1900 et 2020, le marché européen a sous-performé d'un point le marché mondial. C'est 1,5 point de sous-performance pour le marché français. Quels pourraient être alors les arguments pour avoir un biais domestique en étant français et européen? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, les frais des ETF? Plutôt non. En fait, l'ETF avec le moins de frais disponibles pour investir en tant qu'Européen est un ETF SP500 avec 0,03% de frais annuels. Pour le MSCI World, nous avons de très bons ETF à partir de 0,12% de frais. Alors, est-ce que ça pourrait être la fiscalité, l'argument pour un biais domestique? Pour la fiscalité personnelle, pas vraiment non plus. Nous pouvons utiliser des ETF capitalisants afin de repousser au plus tard la fiscalité et ainsi de profiter au maximum des intérêts composés. Également, nous pouvons utiliser un ETF capitalisant plutôt que distribuant pour réduire la fiscalité, car lors d'une distribution de dividendes, nous sommes imposés sur l'intégralité du montant, alors que dans le cas d'un retrait, d'une vente, nous sommes imposés simplement sur la quote-part de plus-value. Que ce soit des ETF actions français, européens ou mondial, nous sommes cuisinés à la même sauce en termes de fiscalité personnelle. Également, nous n'avons pas l'obligation d'avoir un biais domestique pour profiter des meilleures enveloppes fiscales.
Vous le savez, mais vous pouvez loger un ETF SP500 ou un ETF Monde dans votre PEA. Vous pouvez également le faire dans un plan épargne retraite et une assurance vie. Mais il existe un détail important qui vaut la peine d'être mentionné pour finir sur la fiscalité. En effet, un émetteur d'ETF subit une retenue à la source lorsque les actions de l'indice lui versent un dividende. C'est pour ça qu'il existe plusieurs types d'indices. Les Gross Return ou Total Return, on intègre les dividendes sans l'impôt à la source. Et ensuite, les indices Net Return, on intègre les dividendes et l'impôt à la source. Le plus souvent, lorsqu'on parle d'un indice comme le MSCI World par exemple ou le SP500, on parle du MSCI World Net Return, c'est-à-dire intégrant les dividendes et ce prélèvement à la source. Ce taux d'impôt à la source est différent suivant les pays des actions en question et le pays de domiciliation de l'ETF. C'est d'ailleurs pour cela que la plupart des ETF sont domiciliés en Irlande pour profiter de traitements fiscaux avantageux, 15% au lieu de 30% sur les dividendes américains pour un ETF irlandais. Dans les sources de la vidéo, je vous mettrai un document de l'entreprise MSCI avec les différents taux maximum de prélèvement à la source. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que cette fiscalité n'est pas présente pour un ETF domicilié en France sur un indice français comme le CAC 40 ou le MSCI France. En effet, nous allons pouvoir loger dans notre PEA une enveloppe fiscalement avantageuse, un ETF action français où nous allons pouvoir toucher le gross return, grosso modo la performance, sans impôt à la source. Sur un ETF CAC 40 avec des entreprises généreuses en dividendes, cela peut vite représenter 0,45 à 0,60% de performance annuelle supplémentaire car l'émetteur ne paye pas d'impôt à la source contre, encore une fois, environ 15% pour un dividende américain dans un ETF irlandais. Les frais d'un ETF CAC 40 dans un PEA sont dans la moyenne des frais des autres ETF, donc il n'y a pas un surcoût à en avoir un. Donc, avoir un biais français permet un avantage fiscal, notamment sur des ETF éligibles au PEA, car vous économiserez la retenue à la source tout en ayant un ETF dans la moyenne des frais de l'enveloppe. Alors, pour résumer, depuis le début, ne pas avoir de biais domestique, c'est plus de performance historiquement, moins de volatilité, les quasi-mêmes frais. Par contre, il est vrai qu'il y a un avantage fiscal pour un biais uniquement français. En tout cas, l'argumentaire pro-biais domestique est assez maigre. Il reste quand même un autre argument en faveur d'avoir un léger biais domestique, encore une fois, simplement un biais français. Et cet argument est comportemental. Si demain, il y a une explosion du marché action finlandais, vous allez probablement passer à côté de la news. Mais si demain, le marché action français, notamment le CAC 40, explose à la hausse, vous ne pourrez pas passer à côté de cet événement. On en parlera au journal, aux infos, à la pause café, avec vos amis investisseurs. Du coup, si vous n'avez qu'une pondération normale de la France dans votre portefeuille, c'est-à-dire autour de 3,5%, vous risquerez de sentir l'urgence d'augmenter cette part assez rapidement. C'est le sentiment de FOMO, Fear of Missing Out. Il y a beaucoup de papiers académiques sur le sujet, sauf qu'acheter un marché haut juste après une forte hausse, ce n'est souvent pas forcément la meilleure stratégie à adopter. Pour conclure, mis à part le danger de se précipiter sur un marché national après une forte hausse à cause d'un potentiel battage médiatique, les arguments pour avoir un biais domestique sont assez maigres. Strictement aucune raison d'avoir un biais européen. Nous pouvons néanmoins profiter d'un léger avantage fiscal lorsqu'on investit dans un ETF domicilié en France sur des actions françaises. Donc, avoir un biais domestique français de l'ordre de quelques pourcents jusqu'à une dizaine de pourcents n'impactera pas de manière significative la volatilité et la performance de votre portefeuille. Si avoir ce biais domestique vous permet d'avoir une plus forte allocation au marché action en termes de pourcentage de votre patrimoine par rapport au marché obligataire ou un placement sans risque, alors in fine, cette exposition plus forte au marché action augmentera vos gains sur le long terme. Avoir des comportements qui vous aident à vous exposer au marché action seront toujours bénéfiques sur le long terme. Mais si vous avez déjà une forte exposition au marché action sans biais domestique, alors pas forcément besoin de le rajouter.
Et vous, avez-vous un biais domestique dans votre portefeuille? Dites-le moi en commentaire.